Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Donc aujourd'hui on va parler des rumeurs et des prédictions sur GPT-5. Et donc oui, dans les prochains mois ça va être la folie. Attendez-vous vraiment à du lourd, il va y avoir beaucoup de nouvelles dans le domaine de l'IA, ça va vraiment s'accélérer. Ce livestream en fait est inspiré par les travaux de recherche de David Shapiro. Donc c'est un chercheur en IA, il a une chaîne YouTube, je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne, c'est vraiment super intéressant, en tout cas pour les gens qui comprennent l'anglais. Et donc, avant de parler de GPT-5, on va parler de GPT-4. Il y a un papier de recherche qui est sorti, en fait, qui montre les capacités émergentes de GPT-4, qui s'appelle Première étincelle d'intelligence générale artificielle. Et donc, ce papier de recherche de Microsoft, donc il y a des chercheurs de Microsoft, notamment Sébastien Bubec, qui est un chercheur français pour une fois. Et dans ce papier, toutes les tâches, en fait, citées montrent que GPT-4 se rapproche vraiment des performances humaines et dépasse totalement les anciens modèles comme ChatGPT, donc GPT 3.5. Et en fait, les chercheurs de ce papier voient vraiment GPT-4 comme une première version, un premier prototype, une version incomplète d'une intelligence générale artificielle. Donc une IAG en français. En anglais, on dirait AGI. Je préfère utiliser le terme anglais parce que c'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Et donc les fonctionnalités actuelles de GPT-4, c'est qu'il a 8000 tokens actuellement, mais bientôt il va y avoir 32K tokens, donc 32 000 tokens. Et donc ça va permettre en fait de produire des textes beaucoup plus grands. Aujourd'hui, il y a 8000 tokens, ça correspond à peu près à 6000 mots. Avec 32 000 tokens, ça correspond à 20 000 mots. Et donc on imagine, on n'est pas sûr parce qu'il n'y a pas eu en fait de communication officielle là-dessus, mais on sait que voilà, on pense que GPT-4 a un facteur de grandeur de 10 plus grand que GPT-3. Donc il est 10 fois plus grand que GPT-3, en tout cas d'après les rumeurs et les choses qu'on s'imagine par rapport à la taille du réseau de neurones. Et donc c'est aussi une IA multimodale. Multimodale, c'est-à-dire qu'elle est capable de traiter plein de sources différentes, de modalités différentes. Et là, en l'occurrence, GPT-3 faisait juste du traitement de texte, et là, GPT-4, il est capable de gérer du texte, mais aussi de traiter des images. Et quand je dis traiter des images, c'est pas générer des images comme Midjourney, hein. C'est juste comprendre le contexte des images. C'est-à-dire qu'en gros, il y aura bientôt dans les prochaines mises à jour la possibilité, directement dans le chatbot, d'intégrer en fait une image, et l'image sera ensuite interprétée par l'IA. Donc ça peut être vachement intéressant quand on veut comprendre des graphiques ou ce genre d'éléments. Et donc, GPT-4, il est capable de passer l'examen du barreau, quand même. C'est quand même assez incroyable, avec 90% de réussite. Alors, je sais plus exactement, mais il me semble que ChatGPT, lui, il avait un taux de réussite de seulement 30%. Donc vous voyez la différence, l'évolution drastique qu'il y a eu entre GPT-3 et GPT-4. C'est quand même assez impressionnant. Et donc, en termes de performance, il est quasiment en fait supérieur à tous les anciens réseaux LLM, quoi. Donc Large Language Model. Il y a un papier du MIT qui est sorti qui montre en fait que les cols blancs sont 40% plus productifs avec l'utilisation de ChatGPT. Donc ça, c'est intéressant à prendre en compte parce que ça veut dire que forcément, les entreprises, les États vont vouloir utiliser ces outils d'intelligence artificielle, et donc forcément, on va arriver à un stade où il faudra l'utiliser, et ça va complètement changer notre façon de travailler, ça va complètement changer le modèle économique aussi, l'économie de façon globale. Et donc il y a de plus en plus de chefs d'entreprise et d'économistes qui commencent vraiment à se rendre compte de l'impact de l'intelligence artificielle. Là, en tout cas, ça arrive vraiment, vraiment devant nous. Là, on est devant un tsunami, hein, littéralement. Donc, c'est quand même assez fou de se dire qu'il y a très peu de médias qui en parlent, ou des fois, quand ils en parlent, c'est des fois quand même sous l'aspect de la dérision, ou alors ça ne nous concernera pas, ou ça arrivera que dans 100 ans. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on entend de la plupart des gens, en fait, même aussi actuellement, quand on discute avec les gens, ils disent mais non, mais c'est des conneries, ou même si c'est vrai, de toute façon, ça arrivera dans 50 ans, et d'ici là, je serai mort et enterré. Eh ben non, c'est quelque chose qui est en train d'arriver littéralement sous nos yeux, on est tous en train de le vivre, et je pense qu'il y a en fait un souci quelque part, mais ça peut être lié justement à un biais cognitif qui s'appelle le biais de normalité,
Ça veut dire que quand il y a quelque chose de vraiment incroyable qui est en train de se passer et qu'on donne cette information aux gens, et ben en fait les gens ils disent ah ok ben voilà ok c'est bien. En fait quand on parle de ces sujets-là, on a l'impression de dire aux gens globalement et ou même aux médias, hein, aux politiciens, ben ouais on est en train de développer une intelligence artificielle de niveau humain qui commence à vraiment atteindre des capacités super intéressantes et on dit ça mais la plupart des gens c'est comme si c'était normal en fait qu'on leur dise ça. Ça fait des décennies que c'est imaginé par la science-fiction et on commence enfin à le toucher du bout de l'ongle, pas encore tout à fait du bout du doigt, mais quand même du bout de l'ongle là. Et on voit que les gens, ben, ils s'en fichent. C'est quand même assez étonnant. Et c'est ce qu'on appelle justement le biais de normalité. Les choses incroyables, on les considère comme tout à fait banales. Alors ensuite, les dernières nouvelles. Alors il y a eu un appel pour faire une pause sur le développement de l'intelligence artificielle, comme vous avez pu le voir dans les médias, je pense. Et donc il a été signé par 1000 personnes, notamment des entrepreneurs, des scientifiques, des philosophes. Et dans les signataires, on voit Elon Musk. Voilà, on voit Joshua Bengio, qui est un grand scientifique euh, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et on voit aussi le nom de Yann Lequin. Alors ça, c'est assez étonnant parce que Yann Lequin, ensuite, il a fait un tweet pour dire que « Eh mais attendez, c'est quoi ce délire? Moi, j'ai jamais signé ce papier. » Donc voilà, on sait pas trop qui est derrière ce papier, on sait pas trop si on peut s'y fier en tout cas. Je sais pas si c'est très fiable, mais en tout cas, ça a beaucoup buzzé dans les médias. Et ensuite, alors, il y a eu Sam Altman. Donc en gros, il demande de faire une pause sur l'IA pour voilà, ne pas sortir dans les 6 mois une version supérieure à GPT-4. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Sam Altman, eh ben, il a dit que ils n'étaient pas en train d'entraîner GPT-5. C'était pas du tout dans leurs objectifs actuellement. Donc du coup, en fait, ce moratoire, il sert un peu pas à grand chose parce que GPT-5 va pas sortir dans les 6 mois. Voilà. Donc Sam Altman, il a dit ça malgré des leaks, des documents qui montrent 25 000 GPU qui ont été commandés par OpenAI pour entraîner en fait leur modèle de langage. En fait, pour l'instant, OpenAI a vraiment peu de raisons de se dépêcher de sortir GPT-5 parce qu'il y a un modèle économique derrière et en fait, il va vraiment faire en sorte voilà, de continuer à améliorer progressivement GPT-4 et voilà, en faisant des mises à jour incrémentielles. Mais on va pas avoir tout de suite GPT-5. Parce qu'en fait, avec GPT-4, ils vont vraiment essayer de l'essorer au maximum économiquement pour vraiment rentabiliser l'utilisation de tous les GPU qu'ils utilisent et tout l'investissement qu'il y a derrière. Et notamment, en fait, ils vont utiliser et ils vont sortir les plugins qui sont des outils qui vont permettre d'élargir les capacités de GPT-4. Limite, en fait, avec les outils, ça va vraiment permettre de donner un peu plus encore de possibilités et de capacités générales à GPT-4, même si son intelligence n'est pas encore tout à fait générale, hein, comme je l'ai dit avant. Voilà. Donc ensuite, il va y avoir aussi la mise à jour avec les 32 000 tokens, et bien entendu aussi la mise à jour du réseau multimodal avec l'intégration des images. Ce qui est assez rigolo dans cette histoire, c'est que Elon Musk signe ce moratoire pour faire une pause sur l'IA de 6 mois, mais en parallèle, attention, et c'est ça le coup tordu d'Elon Musk, c'est que en parallèle, il ouvre sa compagnie X.AI pour concurrencer OpenAI et il a commandé 10 000 GPU pour entraîner sa propre IA. Donc ça, c'est quand même assez... voilà, il se fiche un peu de la gueule des gens un petit peu dans cette histoire, hein, Elon Musk. Mais il est très malin, attention. Il est très malin. Et du coup, en gros, il dit, voilà, faites une pause de 6 mois, comme ça, moi, j'ai le temps de rattraper mon retard avec ma nouvelle startup. Voilà. C'est assez rigolo. Et donc, la date de sortie de GPT-5, eh ben, pour l'instant, on sait pas trop. On connaît pas trop encore la date de sortie. C'est quand même assez flou. Mais je suis tombé sur une source, alors je sais pas si cette source elle est fiable, mais ça me paraît quand même assez cohérent de voir une sortie de GPT 4.5 pour l'automne, aux alentours septembre-octobre. Et donc la date de sortie de GPT-5, eh ben pour l'instant on ne sait pas trop, mais il y a des rumeurs de couloirs qui disent qu'il pourrait y avoir en fait une sortie de GPT 4.5 pour l'automne.
Donc aux alentours septembre-octobre, on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas, je ne sais pas du tout la véracité des informations qu'il y a sur ce site, mais en tout cas, c'est quand même assez intéressant de se dire que ça pourrait suivre un peu le modèle entre GPT-3 et GPT 3.5, à voir si ça sera la même chose, sachant que les dirigeants d'OpenAI ont quand même dit qu'ils ne veulent plus sortir de grosses mises à jour, c'est-à-dire directement passer de la 0.5 à la version 1 ou de la version 1 direct à la version 2. Ils veulent faire des mises à jour progressives. En fait, ils veulent faire du versionning progressif pour arriver à GPT-5. Et de toute façon, ils ont déjà beaucoup de choses à faire avec l'implémentation en fait des plugins dans GPT-4. Mais bon, en tout cas, si on suit ces informations, on pourrait imaginer alors une sortie aux alentours de 2025 si on prend en compte cette information très importante qui est de Siki Chen, donc qui est un entrepreneur assez connu de la Silicon Valley, et il a dit que d'après ses sources, GPT-5 devrait avoir son entraînement terminé d'ici décembre. On verra si c'est vrai ou pas. Mais apparemment, cette personne est quand même assez proche des dirigeants d'OpenAI, donc à voir. Mais si c'est vrai, alors on pourrait imaginer, alors effectivement, une sortie en 2025, en prenant en compte 6 à 9 mois de tests. C'est ce qui a été fait en fait avec GPT-4. Une fois que son entraînement a été fini, on a eu en fait entre 6 à 9 mois de tests. Donc on pourrait imaginer je dirais une sortie mi-2025 au plus tôt, voire vraiment printemps 2025, et ensuite peut-être fin 2025, vraiment au plus pessimiste. Alors le nombre de tokens, GPT-4 ira jusqu'à 32 000 tokens, ça on le sait, comme je l'ai expliqué avant, donc 20 000 mots, et ça fait déjà un fois 8 par rapport à GPT-3, qui avait 4 000 tokens. Donc si on suit cette logique, si on imagine un facteur 10 en termes d'augmentation du nombre de tokens et du nombre de paramètres aussi, on pourrait voir peut-être GPT-5 aux alentours de 64 000 et 256 000 tokens. Donc, ça voudrait dire qu'il serait capable de générer des textes entre 42 000 mots et 170 000 mots. Alors, moi, personnellement, ça c'est mon avis personnel, je pense que la notion des tokens pour tout ce qui est lié à la mémoire, je pense que ça va changer. Peut-être qu'on aura des algorithmes inspirés d'AutoGPT ou d'un plugin qui est sorti aussi sur GitHub qui permet en fait, connecté à l'API de GPT-4, de lui donner une mémoire à plus long terme. Je crois que c'est Long Term Memory GPT, je crois qu'il s'appelle. Mais bon, je pense qu'avec un changement d'architecture, on pourrait effectivement arriver à donner en fait une mémoire à plus long terme à ce genre d'intelligence artificielle. On sait que le plus grand souci actuel de ces IA des LLM, c'est qu'elles n'ont pas en fait de réseau de neurones qui permet en fait d'avoir une mémoire à long terme. Donc là, le but, ce serait peut-être de rajouter des modules externes greffés sur l'API pour avoir en fait ce type de mémoire. Alors, GPT-5 sera forcément encore plus multimodal que GPT-4. C'est une quasi-certitude. S'ils veulent sortir des nouvelles versions, il faut forcément ajouter de nouvelles fonctionnalités. Et donc, si on prend en compte qu'OpenAI a sorti DALL-E et Whisper et GPT-4, on pourrait imaginer que GPT-5 soit un mélange de tout ça, c'est-à-dire que DALL-E, il est utilisé pour la génération d'images, Whisper, il est utilisé pour, en fait, interpréter l'audio, et GPT-4, il a la possibilité de comprendre les images et le texte. Et donc, on pourrait tout à fait imaginer que GPT-5 soit un réseau multimodal qui va gérer à la fois l'audio, la vidéo, les images et le texte. Donc ça, c'est quand même assez balèze. Là, on pourrait quand même atteindre, en fait, avec une architecture multimodale de ce type, vraiment un schéma de pensée plus proche de la pensée humaine. Et donc, les données d'entraînement, alors, on sait qu'il y a une limite de data dans les données qu'on peut récupérer sur Internet, notamment le texte. Et donc, le texte est assez limité. Au bout d'un moment, en fait, on va épuiser toutes les données liées au texte. Le fait de mettre une IA en mode multimodal, ça permettrait de récupérer de la data ailleurs, c'est-à-dire dans les vidéos, les vidéos YouTube, les podcasts. Et donc ça, c'est quand même assez
assez fou, parce que du coup, ça va vraiment élargir le champ des données pour entraîner ce type d'IA. Alors après, est-ce que on fonctionnera toujours 100% sur des sortes de LLM? Là, ça va être compliqué de savoir. On sait que Yann Lequin, il dit que d'ici 5 ans, les technologies LLM deviendront quasiment obsolètes, ou qu'elles fonctionneront toujours, mais ce sera plus le noyau central du fonctionnement des IA. Mais en tout cas, voilà, il y a des rumeurs qui disent que la multimodalité, c'est une solution pour lutter contre le manque de données, parce qu'au bout d'un moment, on aura tout épuisé. Il y a aussi la possibilité, en fait, de générer du contenu par des IA qui est ensuite mangé par d'autres IA pour les entraîner. Donc ça, c'est une possibilité aussi. On verra comment les chercheurs vont essayer de résoudre ces problèmes. Et alors, du coup, est-ce que GPT-5 sera une IA totalement démiurgique, avec des capacités surhumaines? Et ben ça, on le verra, on ne sait pas exactement. Ben, là, on arrive quand même dans un terrain inconnu. C'est la première fois de toute l'histoire de l'espèce humaine, même de la vie sur Terre, qu'on est confronté à la création d'une nouvelle forme de vie artificielle, d'une nouvelle forme, voilà, d'intelligence. On pourrait quand même se poser la question, à savoir, est-ce que on va se faire dépasser ou pas? C'est quand même une question légitime. Et est-ce que ça sera GPT-5 qui va nous dépasser? C'est l'avenir qui nous le dira. Mais en tout cas, on pourrait imaginer que sur tous les tests, ou quasiment la quasi-totalité des tests, GPT-5 sera capable d'avoir un taux de réussite équivalent à 99 ou supérieur à 99%. Donc ça ouvre un champ des possibles qu'on n'imaginait même pas avant. Et avec une bonne intégration de cette IA, on sera capable, en fait, par exemple, si on l'intègre dans les métiers STEM, donc de la science, de la technologie et de l'ingénierie, on pourrait avoir un assistant de type Jarvis. On lui donnera un prompt, on lui dira, voilà, conçois un vaisseau spatial, et il va construire tous les plans du vaisseau spatial. Il va faire le design et le plan de tout le vaisseau spatial. Et ça, c'est quand même un truc incroyable. Si on est capable de faire ça en 2025, la société va complètement changer. Mais littéralement, la société qui existera en 2030 ne sera plus du tout la même que celle qu'on connaît aujourd'hui en seulement 10 ans. Les changements qu'il va y avoir en seulement 10 ans, si on arrive à ce type d'IA, ils seront tout aussi importants en fait que les changements qu'il y a eu entre l'époque du Far West et notre époque. C'est quand même assez incroyable. On pourrait imaginer intégrer GPT-5 dans des robots du coup. Son intelligence sera multimodale, et il sera capable en fait de s'adapter beaucoup plus facilement à son environnement, et donc il pourrait remplacer les performances humaines pour le travail de labeur. Les capacités créatives des IA telles que Midjourney ou Stable Diffusion, elles seront ridicules comparées à celles de GPT-5. Et même comparées à la majorité des humains, d'ailleurs. Et donc, est-ce que on atteindra réellement l'AGI? Est-ce qu'on va vraiment atteindre à ce moment-là déjà la singularité technologique? Ça, c'est toute la question qu'on se pose, en fait, parce que pour l'instant, on ne sait pas, on se retrouve, comme j'ai dit avant, devant quelque chose de nouveau. C'est vraiment nouveau dans l'histoire humaine. Et donc je pense qu'il y aura une forme de régulation qui arrivera de façon beaucoup plus importante à partir de GPT-5, parce que c'est une technologie qui va être extrêmement puissante, et on ne peut pas imaginer ce genre de technologie dans la main de tout le monde, par exemple dans des pays totalitaires. Et donc pour éviter les utilisations délétères, il faudra vraiment un cadre bien précis pour éviter que les choses dérapent. Alors après, les moratoires, c'est quand même compliqué de les mettre en place aussi, parce que si OpenAI arrête de développer GPT-5, une autre compagnie le fera à sa place, du moins fera une IA du même niveau. Et si les États-Unis ne le font pas, un autre pays le fera aussi. Enfin voilà, là on est vraiment lancé, on peut plus s'arrêter. Les progrès vont être faramineux et ils vont être de plus en plus rapides à cause de la compétition, parce que maintenant il y a des investissements énormes dans l'IA depuis la sortie de ChatGPT, parce que ça a fait découvrir au grand public ce que c'était l'intelligence artificielle. Donc là, on est vraiment lancé sur quelque chose d'incroyable et de fascinant, et qui peut être, comme certains le disent, qui peut être aussi terrifiant. De base, je suis optimiste et je pense qu'on trouvera des solutions. Les technologies au global, ce sont des outils, et l'IA, c'est un outil comme un autre, et comme tout outil, on peut l'utiliser à la fois pour faire du bon et du mauvais. C'est comme l'énergie nucléaire. Ça a été utilisé pour faire des bombes nucléaires, faire du mal,
mais aussi pour faire du bien. Avec l'énergie nucléaire, on peut produire de l'électricité à un très grand nombre de personnes. Donc moi j'imagine que potentiellement, l'IA, on arrivera quand même à la cadrer. Alors oui, il y aura des risques et il y aura des problèmes. Faut pas se leurrer, il y aura des utilisations abusives, des utilisations mauvaises de cette technologie. Et en tout cas, notre but en tant que citoyen, c'est déjà d'essayer d'en parler aussi aux autres, parce que plus les gens sont au courant de ce qui se passe, et plus les politiciens pourront mettre en place des mesures de régulation. Voilà, bien sûr, le but, c'est pas non plus d'arriver à des régulations trop extrêmes, parce que si on va trop dans l'extrême pour ce genre de régulation, ça va être quand même assez problématique pour le développement de l'IA, qui a quand même des aspects quand même très positifs. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Et si vous aimez, mettez un pouce bleu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires aussi. Je suis vraiment très curieux de savoir ce que vous pensez de GPT-5. En tout cas, merci beaucoup et on se retrouve très bientôt.